La TVT au cœur de l'information. Depuis un an, le nouveau port de pêche qui a coûté 20 milliards de francs CFA à l'État togolais est opérationnel. Il était prévu la création de près de 5 000 emplois et la consolidation de 8 000 autres emplois. Mais où en est-on aujourd'hui? Nos équipes de reportage étaient sur le terrain. Images à suivre dans ce journal. Et puis, le Salon Ferrin a ouvert ses portes ce jeudi à Lomé. Cette deuxième édition du Salon, facilitation des échanges et revalorisation des investissements, est placée sous le thème « L'homme au cœur de la croissance économique et du développement durable ». Des précisions à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue, voici le 20h. Avant de développer ces titres, les relations entre armée et civile, parlons-en, elles sont parfois conflictuelles. L'armée qui n'a plus pour seule vocation la défense de l'armée, elle se doit d'assister les populations. Mais comment créer l'harmonie entre l'armée et la nation? Une rencontre y est consacrée à Atapamé autour du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, forces de défense et de sécurité et représentants des populations des plateaux Est. Le point sur leurs échanges avec Sylvain Abdou. Ce lien entre civils et militaires doit au quotidien être cultivé, une valeur pour davantage promouvoir la solidarité sociale en vue d'une paix durable au Togo. Le processus est entamé il y a quelques moments par le gouvernement togolais à travers ce qu'on appelle le dialogue civilo-militaire, un cadre d'échange entre les acteurs impliqués pour faire du vivre ensemble et de la cohésion sociale des outils efficaces de prévention et de résolution des conflits au Togo. Le but, c'est de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité FSD et les populations puissent se comprendre mutuellement pour limiter les conflits qui souvent constituent des menaces aux communautés. Lorsque les FDS sont en civil, qu'on ne les reconnaît pas, on s'assoit, on bavarde bien. Mais dès qu'ils ont leur tenue d'apparat, il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est ce blocage-là que le gouvernement veut enlever et c'est pour ça que les autres composantes, les autres institutions, départements ministériels aussi viennent appuyer le ministère de la Sécurité qui a initié ce projet pour qu'ensemble les Togolaises et les Togolais voient que nous sommes ensemble, nous voulons bâtir une société où il n'y a pas de blocage entre les fils et les filles de ce pays. Nous tous, nous allons comprendre qu'il fallait collaborer avec eux. Eux aussi doivent vraiment écouter la population et être plus proches de la population. Nous allons vraiment prier le bon Dieu afin que cette démarche puisse aboutir à une fin qui puisse vraiment nous aider à un épanouissement dans la paix et dans la quiétude totale dans notre pays. La démarche est amorcée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, pour renforcer le lien armée-nation, pour désormais éviter que les deux entités soient des adversaires et lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Il ne doit plus exister entre la population, les forces de défense et l'administration des fossés. Nous savons que les efforts ont été faits. Le président de la République a initié plusieurs ateliers dans le cadre du renforcement de ces relations de coopération, de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et nos populations. Mais un atelier de plus dans cette dynamique n'est pas de trop. Pendant 2 jours, ils vont échanger, voir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces relations de collaboration et de coopération pour maintenir la paix et la sécurité dans notre pays. Ce cadre d'échange et de réflexion communément appelé dialogue civilo-militaire, outil efficace de prévention et de résolution des conflits au Togo, a été déjà mené dans les savanes et à Sokodé. Cette phase constitue donc l'étape des plateaux Est pour amener chaque acteur à jouer sa partition dans la préservation des conflits pour restaurer la cohésion sociale et consolider une paix durable en vue de contribuer à l'épanouissement des communautés.
Pas de développement urbain sans infrastructure, il est aujourd'hui indispensable d'améliorer la vie des populations sans investir dans ces infrastructures urbaines. Dodo Waré revient ce soir sur comment les infrastructures peuvent contribuer au développement urbain. Regardez. Parfois, il suffit d'une simple route pour réduire la précarité des populations. Des infrastructures et services sociaux urbains de base et de qualité, c'est ce qu'il faut pour répondre aux besoins prioritaires des populations en perpétuelle croissance dans les zones urbaines du Togo. Lorsqu'on parle des infrastructures et du développement urbain, il faut tout simplement comprendre que les infrastructures contribuent au développement des villes à travers leur mise en œuvre au bénéfice des populations, surtout les populations urbaines. On fait tout simplement allusion aux voiries urbaines, qu'elles soient bitumées ou pavées, elles contribuent au développement des villes. Nous avons également le réseau d'adduction d'eau, le réseau Internet, toutes les voiries et réseaux divers qu'on implémente en milieu urbain. Vous avez également les infrastructures marchandes, telles que le marché, les gares routières, les abattoirs contribuent donc au développement et à l'amélioration du cadre de vie. Le manque de tout ceci empiète sur le cadre de vie des populations urbaines. Lorsque vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas vaquer librement à vos préoccupations. Et les infrastructures urbaines contribuent en une grande partie dans le produit intérieur brut des nations. Ça fait plusieurs années que l'État, avec l'appui de ses partenaires, investit dans le développement urbain avec pour ambition d'améliorer les infrastructures urbaines, d'accroître l'efficacité et l'efficience des systèmes et processus de gouvernance urbaine, d'induire la croissance économique, le développement durable et la création d'emplois. Cette volonté se poursuit et avec l'effectivité de la décentralisation, toutes les communes se verront dotées des infrastructures urbaines de base. Le gouvernement, à travers ses négociations avec les partenaires techniques et financiers, a pu obtenir 30 millions de dollars américains pour pouvoir mettre en œuvre ces infrastructures et apporter l'assistance technique aux villes participantes au projet de développement, d'infrastructures de développement urbain. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons actuellement 117 communes. Et donc, au fil du temps, toutes ces infrastructures vont s'étendre jusqu'au niveau de 117 communes du Togo. D'après les dernières estimations de l'INSED, la population urbaine du Togo est à plus de 3 millions d'habitants. En dehors du déséquilibre entre les villes et les campagnes, cette croissance urbaine impacte la vie des populations de diverses manières. D'où la nécessité de mener des actions de développement urbain pour restructurer les quartiers précaires et améliorer les conditions de vie des populations. Le 20 octobre dernier a été célébrée la Journée mondiale des statistiques, journée instaurée pour mettre en lumière la valeur et l'importance des statistiques dans le développement. Au Togo, quand on parle de statistiques, tous les regards sont rivés sur l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, INSID. Alors quel rôle joue-t-il et quelle est sa place dans le développement du Togo? Les éléments de réponse avec Augustin Kossi. Situé aux abords de la rue de la Cosa, voici le miroir du développement, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Ici, le langage est tout autre. Des courbes, des diagrammes et même des tracés qui renseignent. La statistique, d'abord, c'est un instrument, un miroir, un instrument de décision. Et pour prendre la décision, il faut disposer de ces statistiques-là. Pour prendre la décision, il faut rechercher les informations vraies, il faut les traiter, il faut les présenter, il faut les analyser. L'autre traitement consiste à calculer les indicateurs nécessaires pour le phénomène étudié, pour le plan de développement en cours, ou bien pour le plan stratégique qu'on veut évaluer. On les interprète pour donner le sens du progrès vers lequel nous allons. Pour se dire, nous sommes partis d'ici,
Voilà la situation actuelle et voilà la situation future. Un ensemble d'outils donc qui permettent et facilitent l'interprétation des chiffres relevés. Et l'INSED coordonne, produit et harmonise les données statistiques du pays. L'Institut a pour mission d'élaborer les comptes de la nation, de produire les statistiques démographiques et sociales, de réaliser les recensements et enquêtes. Et l'Institut a aussi pour mission d'élaborer la stratégie nationale de développement de la statistique SNDS. Une des missions aussi de l'Institut, c'est la production des statistiques en réponse aux besoins des plans et agendas et aussi stratégies de développement telles que les ODD, le PND, l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2025 de la BAD. Le Togo dispose d'un système statistique national. Il est constitué des producteurs, des utilisateurs, des fournisseurs et les organes de coordination. Au-delà des directions techniques, on évoque aussi des services déconcentrés de l'INSED. 5 directions régionales, dont chacune a une mission en étroite collaboration avec les directions centrales. Elles appuient à l'élaboration des indicateurs conjoncturels tels que l'indice de la production industrielle, l'indice des prix à la consommation, et l'élaboration des comptes nationaux en collectant et saisissant donc les données relatives à tout ce que je venais de dire. Au niveau national, nous avons mené ces derniers temps des activités comme le recensement général des entreprises qui a été mené en 2017-2018, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages et HCVM, et l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. Et actuellement, nous sommes en train de préparer le recensement général de la population 5e édition. Quoique complexe à percevoir a priori, les données statistiques, lorsqu'elles sont bonnes, donnent sans doute de meilleures orientations pour un développement durable, ce qui fait dire qu'elles sont à juste titre un miroir pour le développement. Vous êtes entrepreneur et bien ceci devrait vous intéresser. Le prix togolais de la qualité 7e édition a été lancé hier. Compétition ouverte à toutes les entreprises régulièrement installées au Togo. Elle promeut la démarche qualité et vous avez jusqu'au 30 novembre prochain pour déposer votre dossier. Komo Poyode nous en dit plus. Le prix togolais de la qualité, c'est une compétition ouverte à toutes les entreprises régulièrement installées au Togo. Il s'agit à travers cette démarche de les inciter à cultiver davantage l'esprit d'excellence dans les prestations de services. L'édition de cette année est officiellement lancée. Pour être sûr qu'un produit est bon, il faut que le produit là soit fabriqué suivant une norme, la norme qui contient le produit. La norme dit, tel produit pour le fabriquer, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Tel produit pour le fabriquer, c'est vous devez porter des masques, vous devez mettre des gants, vous devez faire ceci, ainsi de suite. C'est comme si vous allez marcher maintenant pour acheter du VI et vous voyez deux dames qui sont assises côte à côte avec leur étalage. Une dame a couvert son étalage avec des plastiques et a mis un gant pour servir et elle a couvert ses assiettes avec un tapis propre. Et qu'à côté, d'autres dames ont laissé son produit comme ça en vrac. Vous avez les mouches qui viennent de gauche à droite. Quand vous allez là-bas, je crois que vous irez vers la première dame qui a couvert son produit. Donc les conditions sont fixées dans une norme. Et la norme décrit comment il faut être fait. Selon les organisateurs de cette compétition, le délai de dépôt de dossier est fixé au 30 novembre prochain. Le lancement du prix togolais de la qualité, 7e édition, est couplé de la célébration de la journée mondiale de la normalisation et de celle nationale de la qualité. Dans l'actualité également, le comité de développement des quartiers et les jeunes volontaires d'engagement citoyen de la commune des Lacs 1 ont été formés en 2 jours sur le leadership communautaire. Le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes leur a rendu visite à la fin de leur formation. Des kits d'assainissement et du matériel didactique leur ont été offerts par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, de quoi leur permettre d'assurer leur mission, laquelle le résumé avec Augustin Kossi. Kofi et Ayoko sont tous deux couturiers
Dans la commune des Lacs 1, ils ont opté pour le volontariat d'engagement citoyen. Au terme de leur engagement, l'Agence nationale d'appui au développement La Base leur offre du matériel pour s'installer à leur propre compte. Et au comité de développement des quartiers de la commune, des kits d'assainissement ont été remis. Le kit est composé d'une machine à coudre, d'une autre machine de surfilage et d'un fer à repasser. Cela va nous permettre d'agrandir notre atelier. Nous n'avions qu'une seule machine avant. Ces outils sont les bienvenus parce que ce sont nos besoins dans nos quartiers pour les travaux communautaires. Nous avons besoin de ces outils pour aménager, pour rendre propres nos quartiers. Nous saluons l'initiative du président de la République puisqu'il veut un Togo émergent en paix. Cette opération intervient après la formation de nouveaux CDQ. Ces leaders communautaires ont suivi une formation de 2 jours en leadership, en restructuration et redynamisation des comités. Les volontaires d'engagement citoyen ont été très utiles à ma commune, utiles sur une triple dimension. Dimension de sensibilisation dans le cadre du Covid, dimension d'assistance dans la commune, notamment pour la mise en place de notre forêt urbaine. C'est ces volontaires également qui nous assistent à la mairie et dont le rôle est de participer étroitement au travail du conseil municipal par leur expertise dans l'élaboration, dans la conception et enfin dans l'exécution des différents projets de la commune. Ils sont venus de 38 quartiers des cantons d'Anéro et de Glidi. La formation est assurée par l'ANADEB. La ministre du Développement La Base est venue en cette phase de clôture pour les encourager à l'engagement citoyen. On a parlé de paix, ce qui est très important pour le développement. On a parlé du rôle des CDQ avec les différents acteurs de la communauté et je pense que vous êtes désormais outillés pour accomplir avec fierté votre devoir dans vos quartiers, dans vos communes, dans vos maisons. Nous nous inscrivons totalement à 200% dans la vision du chef de l'État qui veut renforcer au cours des 5 prochaines années la cohésion sociale dans un Togo en paix. Le projet a été financé par le programme d'appui aux populations vulnérables. Il entend amener 52% des quartiers défavorisés des villes du Togo à se prendre en charge et contribuer au développement du pays. Je vous amène à présent sur le quai du nouveau port de pêche de Lomé. Il est opérationnel depuis 1 an déjà et il faut y aller très tôt le matin pour découvrir ces pirogues qui débarquent sur le quai, ces filets pleins de poissons et ces paniers remplis de poissons. Alors 1 an après son opérationnalisation, quel est l'impact de ce nouveau port sur l'activité des pêcheurs? Les éléments de réponse avec Chris Agbedinou et Yata Aretem. Chaque jour, ils reviennent de la haute mer avec des embarcations bien souvent chargées. Premier lieu de transaction, le nouveau port de pêche de Lomé. Doté d'un grand espace maritime et d'un environnement adéquat répondant aux normes internationales, il permet entre autres l'intégration du circuit de commercialisation de la pêche artisanale à l'économie bleue, mais pas seulement. L'autre bienfait de ce port qui satisfait les pêcheurs, c'est l'amélioration considérable de leurs revenus grâce à l'augmentation des captures et la qualité du traitement des produits pêchés. Le produit maintenant que nous amenons de la pêche, il est sécurisé. Il est sécurisé en ce sens que juste à l'arrivée du port de pêche, il y a les agents de l'hygiène qui sont là, les vétérinaires qui sont là pour vérifier le poisson, son état. Sur le plan organisationnel, il y a déjà même un comité de gestion des pêcheurs qui est mis en place, qui gère les actions de la pêche. Donc il y a un organigramme qui est établi et qui permet maintenant à l'avancement des activités. La troisième chose, c'est que sincèrement parlant, les activités sont améliorées. En ce sens que les revenus, avant c'était très maigre, maintenant ça vient. Les revenus, ça commence par évoluer. Et puis sur le plan assainissement, franchement, c'est impeccable. Professionnaliser davantage le secteur pour un impact économique significatif est un défi que tous les acteurs s'activent à relever. Nous avons environ 190 pirogues pour un total de 1650 pêcheurs. À mi-parcours, au mois de juin, on a pu totaliser un peu plus de 1 million de kilogrammes de produits pêchés.
on n'était pas encore entré dans la haute saison de pêche. Donc la haute saison a commencé. Nous espérons que ce tonnage va évoluer. En termes de rentabilité, on est en train d'aller progressivement à cette forte capacité de pêche. Il faut avoir des pirogues modernes avec des équipements modernes qui peuvent faciliter aux pêcheurs de localiser rapidement où il y a du poisson pour ne pas perdre le temps. Je sais que je suis pêcheur, mon métier c'est d'aller à la pêche, pêcher le poisson, revenir. La seconde étape, c'est celui-là qui prend le poisson chez moi, on l'appelle la marieuse. Quelles sont les conditions qu'elle réunit pour pouvoir prendre mon poisson et dans quel état? Voilà les aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler pour que notre secteur, franchement, soit le meilleur. La production halieutique avec ce port moderne de pêche progressera pour atteindre 25 000 tonnes par an selon les objectifs fixés. Jusque-là, c'est un sous-secteur qui représente environ 4% du PIB agricole et 1% du PIB national. L'actualité ce soir, c'est aussi cette rencontre hebdomadaire ce jeudi de la Coordination nationale de riposte au Covid-19. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, Dodi Kokoroko y était. Il a annoncé les mesures en cours pour une rentrée sécurisée. Les détails avec Dodo Waré. Des dispositions particulières vont être prises dès le 26 octobre, rentrée administrative et pédagogique. Un certain nombre de défis s'imposent à l'ensemble des acteurs du système éducatif à la prochaine rentrée du 2 novembre. Le professeur Komlan Dodi Kokoroko, devant la presse, livre le protocole sanitaire qui régira cette rentrée. Nous avons mis l'accent sur la dimension pédagogique qui voudrait que l'Institut national des sciences de l'éducation, avec l'appui de nos inspecteurs et de nos directeurs régionaux de l'enseignement, puisse former des groupes cibles, c'est-à-dire la formation des formateurs sur les nouvelles tendances de l'enseigner autrement. Dans le cadre de cette rentrée sécurisée, efficace et efficiente, il est demandé que chaque chef d'établissement, sous le contrôle des inspecteurs et des directeurs régionaux, puisse doter leur établissement de lave-mains et accessoires. Et demain, je rencontrerai les partenaires techniques et financiers et nous ferons le point sur leur appui et leur concours qui ne nous a jamais manqué dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19. Le masque fait partie du kit scolaire, mais la rentrée est encore devant nous et le gouvernement étudie toutes les fenêtres de tir possibles pour voler au secours des plus vulnérables. Nous basculerons systématiquement dans la stratégie du double flux. L'autre inquiétude, en étude au niveau de la coordination, la reprise des activités sportives. Alors que les cas positifs se concentrent davantage à Lomé, surtout dans le golfe 5, 1 et 4, la coordination craint de futures contaminations au niveau du sport. Des réflexions sont en cours, des mesures spécifiques vont être prises. Bientôt, il y aura la rencontre avec l'Égypte. Une autre urgence en matière sportive, il y a l'UFOA, le championnat d'UFOA qui va se dérouler chez nous. Vous voyez que c'est des urgences sportives sur lesquelles nous devons réfléchir. Pour ce qui concerne les chiffres, on voit que Golfe 5 est beaucoup plus atteint. Golfe 5 concerne Aflao Gakli. Toujours dans Golfe, nous avons Golfe 1, Golfe 2 et Golfe 4 aussi, qui sont atteints. Golfe 1, c'est B-Est. Golfe 2, B-Centre, c'est-à-dire qui va jusqu'à Idranaway. Et Golfe 4, c'est la zone à motiver. Et c'est là où nous tous, nous devons faire attention dans le respect des mesures barrières, mais aussi dans la prévention en recherchant rapidement les cas contacts et que tous ceux qui présentent des symptômes directs ou indirects
à se faire rapidement dépister pour éviter les contaminations multiples. Presque tous les secteurs d'activité ont redémarré et la coordination appelle à une application rigoureuse des mesures sanitaires pour que le Togo ne soit pas débordé par des cas positifs au nouveau coronavirus. Les volontaires nationaux, ces jeunes engagés sont sur tous les fronts. Ils sont justement bien aguerris pour mieux sensibiliser les populations sur les mesures barrières édictées par le gouvernement. Mais comment cela se passe? La riposte dans les différentes communautés du Togo. Yasmine Kodia nous répond dans cet élément. La mission des volontaires devient de plus en plus un sacerdoce en cette période de la propagation du coronavirus. Ils sont plus de 6800 volontaires nationaux au cœur de la riposte à la Covid-19 dans les communes. Ce point de presse avec les professionnels des médias révèle plus de 5947 volontaires d'engagement citoyen en mission dans les 117 communes du Togo. Ces jeunes, à travers leur initiative, s'impliquent davantage dans la sensibilisation de masse. La plupart des volontaires internationaux ont dû suspendre leur mission pour retourner dans leur pays. Et sur le terrain, il y avait un besoin énorme de personnes pour apporter assistance aux autres. Tous les volontaires du profil santé ont répondu à ce qui a été mis en place comme dispositif dans les centres de santé pour prendre en charge les cas, pour dépister, pour suivre des cas suspects. Dans certains milieux où on était obligé de confiner certaines personnes, il y avait des gens qui avaient peur de leur apporter la nourriture, de leur aider, mais c'était les volontaires qui se sont chargés de permettre aux gens-là de rester dans leur confinement, de leur apporter le nécessaire pour continuer de s'isoler, de ne pas contaminer les autres. La contribution des volontaires d'engagement citoyen aux côtés du personnel de la santé est salutaire. Pour toucher la population, ces jeunes mettent à la disposition des populations des masques, des dispositifs de lavage de mains et autres. Pour renforcer la contribution de ces volontaires, le gouvernement et ses partenaires les accompagnent financièrement et techniquement. Presque 2 millions de personnes ont été touchées par les actions de sensibilisation des volontaires VEC. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 octobre 2020. La situation du Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés 2139, 19 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries 1574, 13 nouveaux guéris. Nombre de cas actifs 513 et 52 décès. Un nouveau décès depuis hier. Un communiqué du professeur Moustapha Midiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. L'Observatoire panafricain pour l'éducation et les métiers OPEM a reçu ce jeudi la visite d'une délégation de l'Agence nationale pour l'emploi. Cette délégation est allée apprécier les compétences technologiques et scientifiques qui se développent dans ce centre, ceci afin de mieux répondre à l'épineux problème de l'adéquation formation-emploi. Les détails avec Chris Agbedinou et Yata Aratem. La loi de la place pour un moteur linéaire est ici en expérimentation. Ces professionnels, élèves de la mécanique, touchent du doigt le comportement d'un conducteur rectiligne placé dans un champ magnétique uniforme et parcouru par un courant continu dans le fonctionnement d'un moteur. Les moteurs fonctionnent comment? Ici, on met un cheval, c'est un aimant à nu qui crée un champ magnétique à travers lequel on met un bout d'aluminium. On le met comme ça. Voilà. On met un bout d'aluminium comme ceci. On pose le bout de rail comme ça. Et on fait passer le courant à travers le circuit. En faisant passer le courant, on va observer que le bout de rail va se déplacer. Là, on note une action du champ magnétique qui nous permet de fabriquer les moteurs. Cette expérimentation se déroule à l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM, une école de développement des compétences scientifiques qui allie la pratique à la théorie. Notre formation ici, que nous faisons de la 6e jusqu'en terminale, et puis au niveau de la formation professionnelle, c'est de permettre aux jeunes d'être des innovateurs, des créateurs d'emplois. Ici,
il n'est pas question seulement de voir, mais de faire, de manipuler concrètement et d'acquérir des compétences réelles pour que, à la sortie de l'école, ils soient compétents pour pouvoir être pratiques sur le marché de l'emploi. Vision partagée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. En visite dans ce centre, le directeur de l'agence est visiblement séduit par le mode d'enseignement à OPEM. Ce modèle de OPEM est très intéressant dans la mesure où les méthodes et les approches de formation présentent un intérêt important. Tout ce qui se fait ici se fait selon les normes internationales, que ce soit en électricité, en chimie et dans les sciences et les techniques. Et donc ce centre est un intérêt pour nous. Et puis finalement, nous allons l'accompagner auprès des banques aussi pour qu'ils puissent avoir suffisamment de ressources pour développer son modèle et puis orienter les jeunes vers ce modèle particulier. Selon le directeur de l'ANPE, ce centre de formation répond également aux attentes du programme national d'adaptation prôné par le gouvernement et en cours de démarrage. Ce programme aidera à absorber les diplômés sans emploi. Les futurs étudiants de l'École nationale de la formation sociale ENFS seront bientôt connus. Les candidats ont concouru ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'action sociale et celui délégué en charge de l'enseignement technique étaient ce matin au lycée de Tokoin, un des centres d'écrit. Alors pourquoi cette visite? Sandra Aziagbe y était également, elle nous répond. Au bout de leur stylo se dessine leur future carrière. Ces 763 candidats, dont 3 non-voyants pour le cycle 1 et 2, tentent ainsi leur chance pour faire leur entrée à l'École nationale de formation sociale. Des 763 candidats, seulement 100 auront la chance de se former sur 3 ans au métier d'agent de promotion sociale pour le cycle 1 et de cadre supérieur du développement social pour le cycle 2. Ils auront à composer en français et en culture générale. On attend sélectionner 50 candidats de chaque cycle. C'est des gens qui seront promis pour travailler dans les centres sociaux, les ONG et à l'international. Créé en 1966, ce centre professionnel reste pour l'État togolais un programme de société important qui mise sur ses agents pour répondre aux besoins des plans de développement. Le programme de société du président de la République donne une place très importante pour le social. Donc nous souhaitons une très bonne réussite aux postulants. L'École nationale de formation sociale est un levier important qui produit chaque année des travailleurs sociaux qualifiés qui répondent aux besoins en compétences exprimées par l'administration publique et les organisations nationales et internationales. L'École nationale de formation sociale veut réactualiser les tests qu'il organise et revoit son programme de formation, ce qui devra faire migrer le centre vers le système LMD dans la perspective de la création du cycle 3 pour plus de compétitivité. En en vient présent à ce communiqué, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 6e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le vendredi 23 octobre 2020 à 7h30 au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé ce 22 octobre 2020 par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbodi Tegan. La page des sports à présent avec Jean Kofi et Dédi. Bonsoir Jean. Bonsoir Esther. Alors parlons d'abord boxe. La Fédération togolaise de la discipline a renouvelé son bureau exécutif. Oui Esther, c'était à l'issue d'un congrès statutaire et électif tenu à Kara le week-end dernier. La nouvelle équipe dirigeante élue avec à sa tête le président Bernard Walla, reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. De Kara, le reportage de Nestor Mouzou. Les travaux de la Fédération togolaise de lutte tenus à Kara ont duré 2 jours. 2 jours au cours desquels les délégués ont passé en revue les statuts de l'institution pour les conformer avec les nouvelles dispositions exigées par l'État, notamment les décrets et les lois. Il s'agit aussi pour la FTL de se mettre en harmonie par rapport aux institutions internationales, à savoir l'Union internationale de lutte associée et le Comité international olympique. Le CIO exige de toutes les fédérations d'être en conformité avec les lois au plus tard 6 mois après 2020. Cette assemblée générale de la Fédération togolaise de lutte a été également marquée par l'élection du bureau exécutif.
C'est un bureau de 16 membres qui a été mis en place. L'ancien président a été reconduit dans ses fonctions. Mes impressions, c'est des impressions de joie. Donc c'est un plaisir pour moi de remplir un deuxième mandat pour envisager une nette amélioration de nos activités et de nos résultats. Le chantier, c'est le volet lutte olympique parce que nous l'avons beaucoup négligé. Depuis notre existence, nous avons mis l'accent sur la lutte africaine traditionnelle. Et malheureusement, la lutte traditionnelle africaine, elle s'arrête en Afrique, alors que la lutte olympique, elle est mondiale. Donc l'accent pour ce mandat, c'est d'entamer les réformes de toutes nos structures, infrastructures, pour pouvoir aborder une nouvelle ère de lutte olympique qui peut nous amener vers les Jeux olympiques. Le problème du sport au Togo, c'est les moyens financiers. Mais nous comptons sur l'aide de Dieu et nous sommes sûrs qu'il nous écoutera. L'extension des activités de l'institution aux autres régions du pays qui n'ont pas la pratique de lutte traditionnelle constitue un autre chantier que le bureau exécutif de la Fédération togolaise de lutte entend entamer au cours de ce nouveau mandat de 4 ans. La Fédération togolaise de lutte qui a donc renouvelé son bureau exécutif à Kara. Retour à Lomé pour évoquer, toujours avec M. Jean, l'Assemblée générale ordinaire du club de Maracana, Espérance de Lomé. Voilà, cette Assemblée générale s'est tenue samedi dernier. Il s'agissait pour les membres du bureau exécutif, les sympathisants et supporters de poser les jalons pour un nouveau départ de l'équipe après un an d'existence. Aflim Johnson. 13 octobre 2019, 13 octobre 2020, un an que le club Espérance Omnisport Maracana a vu le jour. Un bilan s'imposait alors pour un nouveau départ de l'organisation de cette Assemblée générale ordinaire. On avait eu un départ bien reluisant. Aujourd'hui, à voir le monde qui est venu, les invités qui ont répondu présents, on peut dire que vraiment c'est un nouveau départ, un départ rose vraiment pour le club. Les vétérans qui jouent au Maracana, vous n'êtes pas sans savoir que c'est à plus de 35 ans ou à 35 ans révolus qu'on joue le Maracana. Il faut transmettre des valeurs. Nous attendons fermement la réouverture des activités. On s'est organisé, on a un chronogramme. On attend que la levée pour commencer véritablement nos activités sportives. L'occasion était également propice au secrétaire général de la Fédération togolaise de Maracana de féliciter le bureau exécutif de EDL pour le travail abattu. C'est organisé de main de maître, il faut le dire. C'est une première d'ailleurs qu'un club organise son assemblée ordinaire et que la fédération soit invitée. Bon, nous, ça nous a fait beaucoup plaisir, mais l'organisation était parfaite. Mais les assemblées générales ordinaires et annuelles sont vraiment rares. Mais je crois qu'on va essayer d'inculquer ça désormais à tous les clubs. Nous sommes tout de suite, nous attendons qu'un jour on nous lève les restrictions pour reprendre les activités. Mais du coup, moi je demande qu'on soit toujours prudent et qu'on respecte toujours les mesures barrières. Le parrain de Espérance de Lomé, Saturne Maeda, a reçu les hommages des uns des autres par rapport à son dévouement à la cause du club. Merci Jean. Alors le prochain rendez-vous des sports. Ce serait samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean, bonne soirée chez vous. Bonne et soirée, on termine Esther. donc avec ce communiqué de la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET qui informe donc son aimable clientèle que suite aux travaux sur le tronçon d'Adi-Dogomé dans le cadre de la réhabilitation de la route Lomé-Palimé, la CET procédera au déplacement de ses infrastructures électriques ce vendredi 23 octobre 2020. À cet effet, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans les zones et quartiers suivants. 7h à 12h, zone école Lamadone et ses environs. 12h à 17h, Bernard Copé, Dikame, Champ de tir, Agoué, Sorade et leurs environs. La CET rassure sa clientèle que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Un communiqué de la direction générale de la CET. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée chez vous dans le respect des mesures barrières. À bientôt.